Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, l'homme de lumière dans le soufisme iranien de Henri Corbin. Déjà dans les récits mystiques d'Avicenne, s'établit en fonction de l'orientation verticale une distinction explicite entre les ténèbres aux abords du pôle, nuit divine du super-être, de l'inconnaissable, de l'origine des origines, et la ténèbre qui est l'extrême occident de la matière et du non-être, où décline et disparaît le soleil des formes pures. L'Orient auquel se lève celle-ci, leur Orient origine, est le pôle, le nord cosmique. D'ores et déjà, le récit avicénien nous indique explicitement une double situation et signification du soleil de minuit. C'est d'une part la première intelligence, l'archange Logos, comme révélation se levant sur la ténèbre du Deus absconditus, et qui est pour l'âme humaine éclosion de la surconscience à l'horizon de la conscience. C'est d'autre part cette âme humaine elle-même, comme lumière de la conscience se levant dans la ténèbre de la subconscience. Nous verrons que chez Najmuddin Cobra, les photismes colorés, en particulier le noir lumineux et la lumière verte, annoncent et postulent une même structure psychocosmique. C'est pourquoi l'orientation ici requiert la superposition d'un triple plan. Le jour de la conscience forme un entre-deux entre la nuit lumineuse de la surconscience et la nuit ténébreuse de l'inconscience. La ténèbre divine, la nuée de l'inconnaissance, les ténèbres aux abords du pôle, la nuit des symboles au sein de laquelle l'âme progresse, ce n'est nullement la ténèbre où les parcelles de lumière sont retenues captives. Cette dernière, c'est l'extrême occident, et c'est elle l'enfer, le démoniaque. L'orientation sur le pôle, le nord cosmique, détermine un en bas et un en haut. Confondre l'un avec l'autre, ce serait la désorientation pure et simple. Parler de la dimension polaire comme dimension transcendante de l'individualité terrestre, c'est indiquer que celle-ci comporte une contrepartie, un partenaire céleste, et que sa structure totale est celle d'une bi-unité, un unus ambo. C'est entendre alternativement cet unus ambo à la première et à la deuxième personne, comme formant une unité dialogique et dialogante dans l'identité de leur essence et pourtant sans confusion des personnes. C'est pourquoi la dimension polaire s'annonce sous les traits d'une figure dont les manifestations récurrentes correspondent chaque fois à une expérience absolument personnelle du spirituel et à la réalisation de cette bi-unité. C'est ainsi que dans l'Iran du XIIe siècle, VIe siècle de l'Hégire, cette figure reparaît en des contextes qui diffèrent, mais qui ont tous en commun de ressortir à une métaphysique ou à une expérience mystique de la lumière. Cette figure, Najmuddin Cobra enseigne à son disciple « Tu es elle ». Et il illustre cette affirmation par la voix passionnée de l'amant s'adressant à l'aimé « Tu es moi, Anta Ana ». Cependant, à nous contenter d'une terminologie courante en désignant les deux dimensions de cet unus ambo comme celle du moi et du soi, nous risquerions fort de nous méprendre sur la situation réelle. Le plus souvent, le soi, avec un grand S,
désigne un absolu impersonnel ou dépersonnalisé, un acte pur d'exister qui ne saurait évidemment assumer le rôle de la seconde personne, être le second terme d'une relation dialogique. Mais l'alternative n'est ni expérimentalement ni nécessairement la divinité suprême, telle que la qualifient les définitions dogmatiques. Deus est nomen relativum, c'est cette relation essentielle et essentiellement individuée qu'annonce expérimentalement la figure apparitionnelle que nous cherchons à reconnaître ici sous ces différents noms. On ne peut entendre cette relation qu'à la lumière de la sentence soufie fondamentale. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. L'identité entre soi-même et Seigneur ne correspond pas à 1 égale 1, mais à 1 multiplié par 1. 1 fois 1. Identité d'une essence qui a été portée à sa totalité en étant multipliée par elle-même et mise ainsi en situation de constituer une bi-unité, un tout dialogique dont les membres se partagent alternativement les rôles de la première et de la seconde personne. Ou encore l'état décrit par nos mystiques, lorsqu'au paroxysme l'amant est devenu la substance même de l'amour, il est alors l'amant et l'aimé. Mais cela, il ne le serait pas soi-même sans la seconde personne, sans toi, c'est-à-dire sans la figure qui le fait se voir soi-même, parce que c'est avec ses propres yeux, à lui, qu'elle-même le regarde. Bien voilà pour ce texte, qui peut apparaître comme complexe à première lecture. J'encourage vraiment des lectures multiples, répétées de ce texte. Fondamental, à mon sens. Merci de votre écoute, merci de votre attention, merci de votre fidélité. À très bientôt.